Aujourd'hui, nous allons parler d'un des films les plus attendus de ce début d'année. Et oui, parce qu'aux États-Unis, ça fait déjà un bon moment qu'il fait du bruit et il arrive enfin chez nous. C'est un film qui est prétendant aux Oscars, voilà, peut-être il gagnera le meilleur film, le meilleur scénario, le meilleur acteur. Et depuis qu'on en entend parler, avec une campagne marketing assez démentielle menée par son acteur principal, eh ben nous en France, on trépigne d'impatience. On veut savoir ce que vaut ce film. Pas besoin de faire durer le suspense, de toute manière, vous avez lu le titre et vu la miniature, donc parlons de Marty Suprême de Josh Safdie. Backhand, forehand. Alors, par où commencer? Déjà, on peut préciser que c'est le premier film de Josh Safdie en solo, parce que d'habitude, il réalise avec son frère Benny Safdie. De son côté, Benny, lui, il a réalisé The Smashing Machine avec Dwayne Johnson, un film qu'on a eu l'occasion de voir l'année dernière et qui était sympa sans plus. Disons qu'on voyait plus Dwayne Johnson se démener pour essayer de choper sa nomination aux Oscars. Spoiler, il ne l'a pas eu. Et après le film, il n'y avait pas grand chose de plus d'intéressant à aller chercher. Après, le film n'est pas nul, mais bon, disons qu'on s'attendait quand même à mieux. Et il a de grandes chances aussi d'avoir Emily Blunt au casting, on va pas se mentir là-dessus. Et ce qui est marrant, c'est que Josh, de son côté, a fait un projet plutôt similaire. On est à nouveau sur un biopic, d'autant plus un biopic sportif, qui doit être mené par un acteur en vogue actuellement. Ce qui nous mène donc à ce fameux Marty Suprême. Mais alors, qu'est-ce que raconte ce film? Eh bien, on va suivre Marty, qui est jeune prodige dans un sport qui n'est pas encore très considéré, celui du ping-pong. On va pas se mentir, il est un petit peu arrogant, mais il a de quoi l'être, parce que c'est un des meilleurs Américains dans son domaine. Cependant, lors d'une compétition en Grande-Bretagne, il va perdre en finale face à un Japonais qui a une maîtrise différente qu'il ne connaît pas encore. Et il va avoir une nouvelle obsession, c'est-à-dire aller le vaincre aux championnats du monde qui se dérouleront au Japon. Voilà, ça c'est vraiment le pitch de base, mais le film va aller dans bien des directions autres que celle-ci. Et c'est d'ailleurs le premier point que j'aimerais aborder. Marty Suprême est le genre de film qui te donne un objectif simple, c'est-à-dire Marty qui doit aller vaincre et se venger surtout de sa défaite contre ce japonais lors des championnats du monde, mais finalement le film est beaucoup d'autres choses. Donc ce qui intéresse Josh, ça va être surtout de filmer ses galères, de raconter tout l'avant-compétition finalement. Et surtout nous dresser un portrait du personnage qu'est Marty Mauser. Donc oui, déjà ce que je peux vous dire, pour les gens qui s'attendent à un film de sport sur le ping-pong, vous allez peut-être être un peu déçus parce que sur 2h30, je pense qu'aller au grand maximum, il y a 15 minutes de ping-pong. Après, on va pas se mentir, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant dans le film. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était de savoir qu'est-ce qui allait être repris du cinéma des frères Safdie. Parce que du coup, j'ai vu Smashing Machine, donc de Benny Safdie, et donc lui, il reprenait certaines choses, notamment dans la mise en scène, aussi dans la dramaturgie autour de son personnage, je trouve, mais il manquait un peu l'essentiel. Parce que si vous avez déjà vu un film des frères Safdie, par exemple Good Time ou Uncut Gems, vous savez que ce qui fait leur particularité, c'est la nervosité. Cette nervosité, elle est partout dans leurs films, de l'écriture au montage. On a souvent des personnages qui sont pris dans une course contre la montre où ils doivent notamment chercher une somme d'argent, la plupart du temps en tout cas, et il y a beaucoup d'événements qui les empêchent d'atteindre leur objectif et tout ça se passe dans un mouchoir de poche et donc c'est très nerveux, très brutal et on ressort de leur film complètement essoufflé. Et vraiment, c'est une sensation que j'ai rarement ressentie devant d'autres films et c'est pour ça que j'adore Good Time et Uncut Gems. Donc moi, quand on me dit que le duo se sépare et qu'ils vont réaliser chacun de leur côté, en fait, j'ai envie de retrouver lequel des deux frères faisait les choses que j'aime dans leurs films. Du coup, maintenant, en ayant vu les deux films, je pense que c'est plus Josh. Mais il y a quand même un petit manque. Dans Marty Suprême, je retrouve clairement cette nervosité, surtout au niveau du script. On est vraiment sur le cliché des frères Safdie, c'est-à-dire que c'est un gars qui a un objectif, il va lui arriver plein de galères, cet objectif il doit l'atteindre rapidement parce qu'il doit prendre un avion pour aller au Japon,
Et en fait, toutes les galères vont être de plus en plus ahurissantes et donc apporter de la nervosité au personnage, mais aussi au scénario. Le problème que j'ai, c'est que finalement, je l'ai pas tant ressenti au niveau de la mise en scène. Parce que je vous jure qu'un film des frères Safdie, normalement, c'est éprouvant. À la fin, je n'en peux plus, je suis épuisé, laissez-moi faire une sieste. Et là, le film se déroule bien, c'est sage, alors que les événements sont quand même assez fous pour la vie d'un personnage qui veut juste jouer au ping-pong. Mais je sais pas, il manque la mise en scène nerveuse de Uncut Gems, par exemple, pour apporter cette énergie au tout. Et là, j'ai trouvé une mise en scène bonne, mais trop sage. Pour vous expliquer un peu mieux ce qu'est la mise en scène des frères Safdie, en tout cas de mon point de vue, c'est vraiment une mise en scène sous tension, où il y a quelque chose de sale, d'imparfait. La caméra, elle bouge tout le temps, parfois c'est flou, on comprend pas trop, parce qu'en fait, elle est emmenée dans les débâcles du personnage, et c'est ça qui la rend si significative. Dans Marty Suprême, je vois la débâcle du personnage, il y a une certaine nervosité qui est due au scénario, parce que c'est les événements qui lui arrivent, mais dans la mise en scène, je retrouve pas ce côté sale, ce côté un peu imparfait. Là, la mise en scène est juste belle. Mais c'est pas ce que j'ai envie de voir d'un film de Josh Safdie, en fait. Surtout que ça se voit qu'il veut poursuivre le chemin qu'il a entrepris avec Good Time et Uncut Gems, donc du coup, j'ai l'impression qu'il échoue. Tu vois, si encore il avait tenté complètement autre chose, que ça avait rien à voir, je me serais dit, voilà, il veut pas faire ça. En vrai, Smashing Machine, par exemple, j'avais un peu cette sensation-là. Mais là, ça se voit qu'il veut tout reprendre de ce qui faisait les bonnes choses de Uncut Gems et il n'y arrive pas. En tout cas, sur le point mise en scène précisément, il n'y arrive pas. En parlant des choses qu'il a essayé de reprendre de ses anciens films, il a repris son compositeur, qui est Oneotrix Point Never. Désolé, je suis obligé de le lire parce que j'avais trop peur de dire n'importe quoi. Et là-dessus, par contre, la bande-son, je la trouve excellente. Et je trouve qu'elle va parfaitement bien avec la mise en scène du film. Elle aussi n'est pas si nerveuse. En fait, elle a un côté pop des années 70-80, alors qu'on parle d'une période un peu plus antérieure, je crois bien. Et c'est marrant parce que elle accompagne super bien le film, mais du coup, elle aussi perd la nervosité qu'il y avait notamment dans Good Time et Uncut Gems, encore une fois. Mais en tout cas, lui, le compositeur, il a tout compris parce qu'il a fait exactement, je trouve, la bonne musique pour le rythme de mise en scène qu'a fait Josh Safdie sur ce film-là. Elle sait se montrer marquante lors des grosses scènes et elle sait aussi se faire discrète tout en ayant quand même une certaine présence grâce à son côté un peu électronique et ça marche plutôt bien. Et au niveau de la musique préexistante, ça marche aussi plutôt bien. Je pense que je me rappellerai assez longtemps de ce générique d'intro avec Alphaville et des spermatozoïdes qui vont féconder un ovule. J'avais oublié un truc pour la mise en scène. Au début du film, dès qu'on racontait une anecdote par exemple, on illustrait cette anecdote à l'image. Notamment l'anecdote avec les abeilles, mais aussi, par exemple, on nous montrait des fausses images d'archives, par exemple d'un reportage télévisuel japonais, et je trouvais que ça donnait vraiment une ambiance au film, et ça disparaît complètement après. C'est-à-dire que dans les 45 premières minutes, on a ce genre d'échappée du récit de base, mais après, c'est complètement abandonné, l'idée ne revient pas, et ça, pareil, pour la mise en scène, j'ai pas trop compris. Pour dire un mot du casting, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est excellent. Plutôt amusant de voir Gwyneth Paltrow dans ce rôle d'actrice un peu pédante, mais qui finalement va succomber au charme de Marty. Franchement, ça marche super bien, parce que Gwyneth Paltrow, on sait qu'elle n'est pas très commode, et donc ça lui va plutôt bien. Après, là, c'est très personnel, mais j'étais ravi de voir Tyler, the Creator dans le film, et je trouve qu'il se débrouille vachement bien. C'est un rappeur, voilà, si vous n'êtes pas au courant, c'est un rappeur et je vous conseille énormément sa musique parce que je trouve que c'est un des meilleurs qu'on a actuellement. Donc voilà, content de le voir dans un film, allez écouter ses albums. Et évidemment, obligé de parler de Timothée Chalamet parce que c'est quand même le favori pour gagner l'Oscar du meilleur acteur. Donc en vrai, est-ce qu'il le mérite? Franchement, oui. Il a de la concurrence, attention, mais pour moi, s'il le gagne, c'est pas du tout démérité.
J'ai même envie de vous dire que si le film arrive à être passionnant pendant 2h30, c'est sûrement grâce à lui. Comme je vous l'ai dit, j'ai des petits problèmes avec la mise en scène, fallait bien se raccrocher sur autre chose. Et c'est pas forcément évident, parce que de loin on pourrait se dire que c'est clairement un rôle à Oscar, qui fait ça pour avoir sa petite statuette, mais contrairement à Dwayne Johnson par exemple dans The Smashing Machine, là ici je trouve que le personnage est beaucoup plus nuancé parce qu'il est clairement détestable, à des moments on va dire de lumière, entre guillemets, mais il est vraiment détestable. Donc c'est pas forcément évident comme le personnage de Dwayne Johnson, par exemple. Et d'ailleurs, à ce propos-là, vient un de mes autres problèmes avec le film. Donc clairement, je vous le dis, le personnage est détestable. Ces moments où il est un peu plus sympathique sont largement minoritaires par rapport au moment où c'est un gros con. Donc, je trouve qu'il est un peu trop récompensé. Ou en tout cas pas assez puni. La plupart du temps au cinéma, dès qu'on a un personnage détestable, même si c'est le rôle principal, eh bien il va être puni pour ses actes. C'est normal, il fait de la merde, tu reçois ton karma. C'est souvent comme ça en tout cas dans les films au cinéma. Et là, je sais pas trop si c'est parce qu'il voulait respecter l'histoire vraie, je me suis pas renseigné du tout dessus, ou si voilà, c'est de son propre chef à Safdie qui voulait donner cette histoire-là, mais je suis désolé pour les actes un peu immondes qu'il fait, surtout qu'il détruit beaucoup de vies autour de lui, il détruit beaucoup de gens dans son entourage, je trouve. Eh bien, il n'est pas puni à la juste valeur de sa détestation. Et je dirais même, sans vous spoiler bien évidemment, qu'il est plutôt récompensé. Et ça, j'avoue que niveau écriture, moi, ça me pose un petit souci. You think it's that simple? Yeah, I do. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Marty Suprême. En vrai, ça reste un bon film. Le film a duré 2h30, j'ai pas vu le temps passer. C'est un film qui est quand même tenu de bout en bout, qui se laisse regarder bien tranquillement. Mais comme j'avais certaines attentes, surtout niveau mise en scène de la part de Josh Safdie, eh bien, je peux pas nier que c'est quand même une petite déception pour ma part. Puis surtout qu'on en a fait des caisses de ce film, ça fait des mois qu'on en entend parler, je m'attendais vraiment à un petit bijou, et finalement c'est un très bon film à Oscar, on va dire. Film à Oscar, c'est pas très positif venu de ma bouche. Quand je dis film à Oscar, je parle surtout de la réalisation de Josh Safdie et pas de la performance de Timothée Chalamet, qui là est vraiment prenante, et je trouve qu'il mériterait un Oscar au-delà d'être dans un film à Oscar. Donc si vous vous attendez à voir un nouveau Good Time ou Uncut Gems, malheureusement c'est pas vraiment le cas, il y a de ça, mais c'est quand même pas vraiment le cas. Et si vous êtes juste curieux de voir Marty Suprême parce qu'il est aux Oscars et qu'il va peut-être en gagner quelques-uns, et là, si c'est pour ça, je vous encourage à aller le voir. À la fin de la semaine, vous pourrez retrouver Max avec un petit culte qui, je pense, devrait vous plaire. De mon côté, il y a eu une critique de Send Help de Sam Raimi que j'ai sorti sur la chaîne et aussi mon petit culte sur le Found Footage. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille franchement, j'y ai mis beaucoup du mien et Maxime m'a beaucoup aidé à ce qu'on fasse une très bonne vidéo. Et bien sûr, les classiques que vous connaissez, likez, commentez, abonnez-vous. On a besoin de vous. En tout cas, vous savez bien que tout ça, ce n'était que mon avis. Faites-vous le vôtre. À bientôt.